Alors donc je suis très content d'être avec vous ce soir. En fait, je vous présente la réunion de ce soir. D'abord, je tiens à commencer par ça. Moi, je suis très fier du document qu'on va vous présenter. Alors, ne le prenez pas comme de la flagornerie, parce que je suis pour rien. Je ne suis pas du tout un des rédacteurs du dossier. Et je trouve que le travail qui a été fait est remarquable. Voilà. Et c'est pas une fin, c'est pas, on ne vient pas vous présenter la fin de quelque chose, on vient vous présenter le début de quelque chose. Les deux camarades vont présenter le document, ils sont rédacteurs. Donc, on va faire ça assez rapidement pour que laisser une large part à l'échange. Nous, on est le collectif Le Monde d'après, on travaille en collaboration avec l'université. Et en fait, le travail a démarré du côté malinois, on va dire, dans le cadre de la coordination, puisque vous vous souvenez peut-être de l'état dans lequel on était après la première crise de Covid. Le mot d'ordre qui revenait chez les gens, du coup, c'était on ne veut plus de ce monde. Hein. Et même les hommes politiques de premier rang ont utilisé des formules, il faut que tout change, etc. C'est comme ça qu'est née la coordination. L'idée, c'était de dire, non, c'est vrai, on ne va pas recommencer et repartir sur les mêmes bases. On a fait plusieurs actions, mais c'est en 2021 qu'on a appris l'existence du projet de fusion d'hôpital entre Dinan et Saint-Malo. Alors, on n'a aucune compétence particulière. On est un groupe de citoyens et en fait, on s'est dit, il faut qu'on mène notre enquête. De quoi s'agit-il? D'autant que l'hôpital, quand même, c'est quand même, s'il s'agit de reconstruire le monde d'après, l'hôpital, c'est quand même, au moment où, souvenez-vous de la crise Covid, c'était un lieu stratégique. S'il y a bien un endroit où il fallait démarrer, c'était quand même bien là. Hein. Donc à partir de là, on a commencé notre enquête, mais alors là, on a été très vite surpris. Hein. On s'est dit, on est citoyens, on compte sur l'intelligence collective, on va travailler, mais en fait, rien, aucune documentation. Et en fait, on s'est heurté à un mur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir quoi que ce soit. Ça a démarré par des vidéos, on est allé rencontrer des gens, il y a ici des représentants de CGT Santé, on les remercie chaleureusement parce que c'est eux qui nous ont un peu ouvert les portes du fonctionnement de l'hôpital, expliqué les choses, et on a découvert un fonctionnement qui était quand même très opaque. Voilà. Alors à partir de là, on a réfléchi et on s'est dit mais il faut qu'on se forme. Et on a fait venir des gens, alors on a fait venir, alors c'est le nom m'échappe, Pierre, c'est ça, oui, c'est ça, un sociologue de la santé, qui est venu nous expliquer les enjeux et les réformes qui sont difficiles à faire. Et puis on a fait venir Christophe Prudhomme, le président des médecins urgentistes de France, et puis on a travaillé, on a beaucoup travaillé, beaucoup enquêté, hein. Et ce que on va vous présenter ce soir, c'est le résultat de tout ça. On se heurte à un mur, et c'est souvent un mur de mépris. C'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir. On est citoyen, donc finalement, ça ne nous regarde pas. Et on voulait absolument prouver qu'on peut se faire une opinion. Et une opinion qui vaut bien l'opinion d'autres personnes. Puisqu'on ne peut pas avoir accès aux documents officiels, il faut qu'on se crée nos propres réseaux d'information. On a fait donc une large enquête d'opinion sur le pays de Saint-Malo et Dinan. C'est les camarades qui sont allés sur les marchés, etc. On a recueilli plus de 200 questionnaires. C'est assez lourd. Hein. Il faut que la personne réponde à, je ne sais plus, une vingtaine de questions. Ça prend 10 minutes en entretien. 200, c'est pas du tout ridicule. Quand l'ARS fait des enquêtes, parfois c'est 300, 400 questionnaires. Donc on est à la hauteur, hein, on est sur une source équivalente à la leur. Une fois l'enquête réalisée, il a fallu éplucher, mais vous voyez, c'est quand même un boulot. Il a fallu aller sur le terrain, récolter toutes ces informations et puis faire la synthèse. Et vous avez également une partie de la synthèse dans le document. Donc ça y est, maintenant on a un bel outil. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nous dire ça ne vous regardez pas, ou vous ne pouvez pas comprendre. On a des éléments qui sont vraiment de qualité. Et donc, maintenant le défi,
C'est là où il va y avoir une part de boulot importante, c'est qu'il faut que les populations se l'approprient. Ce document que nous avons élaboré, il veut marquer une étape. C'est-à-dire que c'est au bout d'un an, on est capable de dire beaucoup de choses aujourd'hui qu'on n'était absolument pas capable de dire il y a un an. Et on ne le dit pas en l'air, on ne le dit pas de manière légère, on le dit parce qu'on a appris et parce qu'on s'est renseigné, parce qu'on a interrogé, parce qu'on a essayé de ne pas rester autour de nous, mais d'ouvrir un peu notre investigation. Et c'est le fruit de ce travail. Alors, on voudrait que ce soit un outil d'action. On veut que ceux qui s'en emparent s'en servent aussi pour repartager et aussi pour engager la discussion et pour mobiliser autour d'eux. L'important, c'est de soutenir un débat démocratique et des actions citoyennes pour un hôpital public qu'on veut cœur du système de santé, pour prendre soin des habitants et des habitantes de notre territoire. Et quand on parle de nos territoires, si on est là ce soir ici à Plouer, c'est parce que pour nous le territoire c'est absolument pas Saint-Malo, mais c'est ce grand secteur numéro 6 où on a besoin d'avoir un système et des structures de santé qui irriguent le territoire au plus près. Donc une présentation transversale, et on espère, je dirais c'est ça notre but, hein, on espère que, vous aurez envie de le lire, et surtout que vous aurez envie de vous mobiliser. Et on se situe par ce travail et par notre mobilisation, en fait, hein, dans une perspective à 30 ans. Le monde d'après de l'hôpital, et un monde d'après qu'on veut bien entendu meilleur, il se décide maintenant. C'est-à-dire que tout va se décider maintenant, dans un espace de peut-être 6 mois, et si on n'est pas mobilisé à ce moment-là, eh bien, ça se fera sans nous, et ça se fera très certainement pas pour nous. On sait que les décideurs politiques, l'État, les responsables administratifs, l'ARS, la direction et les instances du GHT, agissent dans un cadre légal, économique, social, démocratique, qui est surdéterminé par une vision de la société, de nature libérale, ultra-libérale même, et qui se traduit toujours par deux préoccupations majeures qu'on nous renvoie en permanence. C'est réduire la dépense publique et c'est aussi faire que ce qui était du service public devienne des services marchands et de plus en plus privatisés. Ça, on sait ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de l'apprendre, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est mobilisé. Au petit passage, ça me permet de faire un clin d'œil à notre ami Thomas Schmutz, de Dinan Diversité, qui a joué un rôle important dans la préparation de ce dossier, parce qu'il nous a amené deux expertises. D'abord, l'expertise d'un patient, mais d'un patient mobilisé, hein, puisqu'il est président de l'association des malades victimes d'AVC, hein, et il prend son rôle, il connaît ce qu'est le système de l'intérieur pour l'avoir vécu, et aussi pour essayer d'y porter une voix. Et puis en plus c'est un artiste, c'est un dessinateur, et c'est grâce à lui qu'on a un document avec une série d'illustrations qui nous a fait exprès pour nous, et donc qui ajoute quelque part au contenu. Au monde d'après, et à Dinan Diversité, on pense qu'il faut que l'hôpital public reste le pilier stratégique. Alors, on ne dit pas que toute la santé, ça doit être du service public, ou ça doit être tenu uniquement par des salariés du service public, mais pour nous, c'est le service public qui est pilote, et le service public de l'hôpital, il doit jouer son rôle d'acteur central. On n'est pas opposé, par principe, à ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu compliqué, un peu riche, désinstitutionnalisation des soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on n'enferme plus le soin dans une institution, dans des murs, mais on l'ouvre. Alors, comment ça se concrétise? C'est raccourcissement des temps d'hospitalisation, et on voit bien que ça, c'est déjà vrai, parce que c'est déjà vrai depuis un certain temps. Et puis, normalement, pour que ça fonctionne, il faut des dispositifs de soins à domicile, qui soient des soins de qualité,
Ce qu'on constate, on n'est pas contre cela, je dirais même au contraire. Je crois que toute personne qui est hospitalisée a envie de l'être le moins longtemps possible. En revanche, pour que ce soit possible, pour que ça se fasse en sécurité, pour que ça soit de qualité, il faut qu'il y ait des moyens réels et que le système soit pensé pour que ces moyens fonctionnent. Enfin, on se place dans une exigence principale, c'est le traitement des urgences. Les urgences, c'est un élément très important. Là, on entre très souvent dans le système de santé suite à un accident de santé et les services d'urgence, c'est là que c'est la clé. Bon. Et puis des services d'urgence qui n'ont aucune utilité s'ils ne s'appuient pas en aval sur une offre complète de soins et une offre complète de soins à proximité. Ces 4 conditions, quelque part, c'est ce qu'on porte dans nos 2 collectifs, d'emblée, voilà, avant même d'être rentré dans la complexité du dossier. On avait donc une idée, on avait donc des convictions, mais on s'est dit c'est pas nos idées, nos convictions qui doivent être mises en avant, il faut aussi qu'on sache comment ces idées, ces convictions rejoignent les gens, les utilisateurs, et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire une enquête, 4 mois d'enquête, avec un outil qui est sur notre site internet, la possibilité de remplir de manière numérique l'enquête, et puis aussi d'aller à la rencontre des gens, parce que faire une enquête c'est bien, mais c'est surtout l'occasion de voir les réactions. Si on n'avait eu que des questionnaires remplis en ligne, on n'aurait pas eu la richesse d'informations que les entretiens qu'on a eus suite à cette enquête nous ont apporté. L'enquête, vous retrouverez en 2 pages, je dirais une présentation concentrée, et si vous voulez aller jusqu'à voir la substantifique moelle de l'enquête, vous pouvez sur le site Le Monde d'après avoir accès à un document de 14 pages. Ce qu'on a constaté, nous, c'est un grand attachement à l'hôpital public. L'hôpital public, ça parle aux gens, un intérêt fort, et en même temps, et c'est logique, ils sont très attachés, donc très attachés aussi, un intérêt fort pour quand on parle de restructuration, de modernisation hospitalière. Donc oui, ça nous intéresse. Mais en fait, on n'est pas informé, on n'est pas consulté. Voilà ce que nous ont dit d'abord les 200 personnes que nous avons interviewées. La préoccupation majeure, c'est l'accès aux soins. C'est comment on trouve l'accès aux soins primaires et puis l'accès à l'ensemble de la chaîne des soins. En fait, les gens ne sont pas informés sur l'offre de soins, ils ne savent pas bien et ils attendent davantage d'informations et de l'information plus précise et plus claire sur l'offre de soins. Ils sont très attachés à l'accessibilité au lieu de soins, donc ça veut dire accessibilité, ça rime souvent avec proximité, ou au moins savoir où c'est et pouvoir y aller rapidement, et la sécurité des soins, avoir un système qui mette en place les meilleures pratiques. Enfin, on leur a demandé, mais à qui faites-vous confiance pour cette restructuration et cette mordie? Qui sont ceux qui sont les plus aptes et en qui vous avez le plus confiance pour les porter? Et là, on a eu dans l'ordre, de manière évidente, d'abord les organisations syndicales et de soignants, les médecins et l'ensemble du personnel soignant, parce qu'ils savent, ils sont au cœur du système, les associations représentant les usagers. Voilà les 3 acteurs qui sont en qui on a le plus confiance. Alors, en queue de liste est arrivé l'ARS. Alors, pour compléter l'enquête, on s'est dit c'est intéressant aussi d'essayer de voir quelle est l'expérience des gens. Et en fait, on a fait une petite enquête sociale et on a, comme cela, recueilli le témoignage, 7 témoignages de patients, de gens, d'habitants, qui ont expliqué les dysfonctionnements dont ils ont été victimes. Et vous trouverez ça donc, à la page 8 et 9 du document, ces témoignages. Et on a essayé, face à ces témoignages, de dire finalement, dans un monde idéal, et si c'est nous qui décidions de ce que devons faire, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Quelles seraient les solutions possibles pour la santé du futur? Je vais passer la parole à Daniel, qui a notamment fait un travail sur l'histoire. Il faut connaître l'histoire de la réorganisation pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ok.
lieu de, je dirais, d'annoncer un certain nombre de choses techniques, etc., nous, on est parti par en bas. On est parti par en bas, on est parti par le questionnaire, et on est parti aussi par les témoignages des personnes. Et cette façon de faire ne nous exonère pas, d'une part, de documenter un peu l'histoire de ce projet. En gros, c'est répondre à la question pourquoi ce projet, ce grand projet, hein, ça s'appelle comme ça, arrive en février 2021. Et après, effectivement, avec les éléments que nous avons recueillis auprès des personnes, on essaiera de poser la question qu'est-ce qu'il faudrait pour construire un tel projet, par quoi quels objectifs on devrait se fixer. Et puis on verra, après on essaiera de confronter le projet, du moins ce qu'on en connaît. Parce que un des sujets qu'a abordé Alain, c'est effectivement l'opacité et le manque d'informations sur ce projet. Alors, donc on s'est quand même un peu penché sur l'histoire de cette affaire-là, et en gros l'histoire débute en 1994 sur la question de la sectorisation de la santé. Et c'est là qu'on découpe la Bretagne et la France entière en secteur sanitaire. Et donc se crée à ce moment-là un secteur Dinan-Saint-Malo, qui est d'ailleurs assez atypique parce que il était prévu dans la loi sanitaire de l'époque que les secteurs sanitaires devaient regrouper au moins 400 000 habitants. Alors on n'est pas dans cette configuration-là ici, puisque le secteur Dinan-Saint-Malo, actuellement, c'est 270 000 habitants permanents. Mais évidemment, ça ajoute, je dirais, la fréquentation estivale qui fait monter sensiblement le nombre. Donc ça commence là. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent un peu plus tard, et on a un projet de fusion qui commence à s'élaborer à partir de 2009. Le premier point qui est posé, c'est la direction commune des établissements à cette période-là, et la création d'un groupement de coopération sanitaire, après d'une communauté hospitalière de territoire, et maintenant, parce qu'au fur et à mesure, vous savez, il y a des lois sanitaires quasiment, depuis 70, il y a une loi sanitaire quasiment tous les 5 ans. Le pôle de santé d'Inan, c'est 2001. Mais ça, c'est pas directement connecté à la sectorisation, c'est, je dirais, un peu la constatation des difficultés un peu récurrentes que avait déjà à cette époque-là le centre hospitalier d'Inan. Et donc c'est l'intégration, on pense qu'on va sauver les choses en intégrant dans l'hôpital public le secteur privé, notamment de la clinique des Pays de Rance. Donc 2016, c'est la création du groupement hospitalier Rance-Émeraude, ça correspond à une loi. Et globalement, on s'aperçoit que les hôpitaux du secteur, que ce soit celui de Dinan ou celui de Saint-Malo, je dirais, s'asphyxient progressivement. Et en 2019, ça c'est un truc qui n'a pas été, je dirais, énormément diffusé. Il y a une crise, puisque il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit clairement on ne peut plus continuer comme ça. Et il faut, notamment parce que le centre hospitalier d'Inan est dans une situation de cessation de paiement. Et par ailleurs, le centre hospitalier de Saint-Malo a lui-même des difficultés financières très importantes, donc il faut faire quelque chose. Et donc c'est entre 2019 et 2021 que, je dirais, que germe cette idée de reconstruire une organisation du secteur public sur le secteur sanitaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'est missionné le consultant, le cabinet Rossetti. Il est missionné, je crois que c'est à la fin de l'année 2020. Mais tout ça, c'est un peu opaque parce qu'on est en pleine crise Covid pendant cette période-là. Et donc, c'est quelque chose qui n'apparaît pas publiquement. Alors nous, on a donc, par rapport à cette histoire, on a effectivement réfléchi sur un certain nombre de thèmes qui devaient, dans une reconstruction
hospitalière publique sur l'ensemble du secteur, on a posé un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas les développer là ici, parce que là, ça serait un petit peu trop long, mais on a insisté sur les bases sur lesquelles devait être faite cette reconstruction. Alors ça, ce n'est pas du tout les bases du projet qui est effectivement qui a été élaboré en 2021 et même en 2022, puisque vous avez peut-être reçu qu'il y a un projet médico-soignant partagé qui a été voté par les 3 instances dirigeantes des 3 établissements au mois d'avril 2022. Ce projet-là, effectivement, c'est l'aboutissement de ce que, quelque part, le petit cercle, je dirais, qui décide vers quoi il veut emmener l'établissement. Alors, on y reviendra. C'est un document très important, hein, puisqu'il représente 190 pages, très technique. Je ne vous en ferai pas la lecture ce soir. Et d'ailleurs, ça n'a peut-être pas tellement d'importance, puisqu'on ne sait pas si ce projet médical soignant partagé va passer là-bas du contrôle ministériel, puisqu'il devait être présenté au Comité national de l'investissement en santé au mois de juin. On ne sait pas, moi je ne sais pas en tout cas s'il a été effectivement présenté, en tout cas on n'entend plus parler depuis le 15 juin. On ne sait pas où on en est, donc c'est pas la peine forcément de se focaliser là-dessus, c'est quand même intéressant de le regarder. Alors, tout ça, ça nous amène effectivement à une certaine perplexité, parce que, évidemment, tout ce que nous savons du projet, on a un peu l'impression qu'on ne sait pas nécessairement tout. On constate quand même qu'il y a une rupture de la volonté politique qui présidait dans les années 70 jusqu'en gros au début des années 2000 pour le développement des activités de santé sur le secteur sanitaire. Et cette volonté-là, elle a quand même été battue en brèche de notre point de vue par 2 choses qui nous dépassent, qui dépassent même le secteur. C'est l'arrivée de la T2A, la tarification à l'activité, qui a été mise en place par les gouvernements à partir de 2004 et qui a eu pour conséquence d'assécher les ressources propres des établissements publics de santé, de tous les établissements publics de santé, que ce soit ceux d'ici ou ceux d'ailleurs, et qui provoque, on pourra dans le débat, j'ai retrouvé quelques documents intéressants là-dessus, qui montrent qu'à partir, alors la T2A monte en puissance en gros de 2004 à 2010 à peu près, parce que toutes les activités ne sont pas dans la T2A immédiatement, et on voit bien que les ressources hospitalières commencent à s'éroder énormément à partir de, en gros, 2010. Et évidemment, des établissements qui sont, je dirais, fragilisés du point de vue de leur activité, c'est le cas du CH de Dinan, mais c'est aussi le cas du CH de Saint-Malo, dans ce contexte-là, ils morphent énormément. Le deuxième aspect qui est important, qu'il faut souligner, c'est qu'intervient en 2009, la loi HPST, hôpital, santé, santé, territoire, le clé, je ne me souviens plus de ce que ça veut dire. Patient, oui. C'est la loi Bachelot, qui est plus connue sur la loi Bachelot, qui a pour conséquence de ce que j'appelle une démédicalisation, je dirais, de la gestion hospitalière, mais par contre une financiarisation je dirais, des décisions. C'est-à-dire qu'on inverse complètement les choses. Alors il y a un truc paradoxal, c'est qu'au moment où la T2A se met en place, et la T2A c'est quelque part, si vous voulez, la médicalisation des ressources de l'hôpital, puisque la T2A ça consiste je dirais, à donner un poids financier aux activités, et on se rend compte qu'au même moment où on fait ça, on démédicalise, je dirais, la gestion hospitalière, de telle sorte que les médecins et les soignants sont écartés de la gestion hospitalière. Et donc il y a un truc tout à fait effet ciseau dans cette affaire-là qui est important. Alors, à travers les éléments dont on a connaissance,
On se pose effectivement un certain nombre de questions dans le dossier. Hein. On est quand même étonné sur les questions des prévisions d'activité, parce que sur le secteur sanitaire qui nous concerne, on a une population qui est globalement vieillissante, hein, que ce soit sur Dinan, mais c'est surtout le cas sur le volet malouin et sur tout le volet littoral en particulier. Et donc ça, c'est très important pour dimensionner l'équipement. Évidemment, on ne réagit pas de la même façon. Dans une région, par exemple, sans la dévaloriser, l'Est de la France, où la population a tendance, je dirais, à diminuer, et notre région où on a un double phénomène qui est la population augmente et en plus elle vieillit. Donc effectivement, c'est un challenge qui est extrêmement important. Et ça rejaillit immédiatement sur les capacités en lit d'hospitalisation. Or, vous verrez, dans le débat, on pourra préciser ça, le projet qui nous est présenté est un projet qui coupe dans les capacités d'hospitalisation à temps complet. Et l'hospitalisation à temps complet, c'est quand même un moyen de soigner des personnes âgées. On ne peut pas, effectivement, il y a eu plein d'incidents dans la littérature, dans les journaux, qui nous rapportent effectivement qu'on renvoie des gens âgés à 2 heures du matin des urgences. Enfin, bon, vous voyez, parce qu'on manque de lits, parce qu'il y a des gens qui stagnent dans les services d'urgence pendant 5, 6, 10 heures peut-être. Hein. Et donc la capacité d'accueil, c'est quelque chose de très important. L'autre aspect, Alain l'a abordé tout à l'heure, c'est la question des urgences. Et donc la problématique de l'éloignement, je dirais, en kilomètres, mais aussi en temps par rapport au centre d'accueil, qui est une question évidemment cruciale, notamment sur le secteur dinanais, et je dirais encore plus sur le sud dinanais et l'ouest dinanais, avec les conditions de circulation, je dirais notamment dans la période d'été, que chacun connaît. La question se pose évidemment par rapport au devenir du bloc opératoire de Dinan, parce que le bloc opératoire de Dinan, même si actuellement il est intégré à l'hôpital public, avec une convention qui fait que les médecins privés doivent apporter leur concours aux soins d'urgence que reçoit actuellement le service des urgences de Dinan. Là, par contre, on ne sait pas du tout ce qui va se dérouler par la suite. Un sujet qui est majeur et qui, quelque part, surplombe cette affaire-là, c'est la question du recrutement des professionnels de santé. On a tendance, et quand je dis professionnels de santé, c'est que j'englobe à la fois les médecins, mais aussi, je dirais, tous les autres professionnels, que ce soit les infirmières ou les secrétaires médicales, etc., etc. Et ça, c'est un sujet national aujourd'hui. On en parle tous les jours dans les journaux, et même on essaie de bricoler des trucs. Là, vous avez dû voir dans le projet du PFS-LS, là, on parle de rajouter une 4e année aux internes, etc., etc. Donc, on est effectivement l'ensemble des professions hospitalières, que ce soit d'ailleurs le public ou le privé, parce que le privé est également en difficulté. Hein, vous avez peut-être vu dans la presse que l'hôpital privé de Rennes, Saint-Grégoire, a fermé ses urgences pendant quelques jours, peut-être même pendant quelques semaines, c'était par défaut de recrutement. Donc même le privé est en difficulté. Alors ça, c'est un contexte général, évidemment. Une des questions que l'on pose également, c'est la coopération. Quel type de coopération et de coordination publique-privée avec la médecine libérale, avec les paramédicaux, avec les établissements de santé? Moi, j'ai été étonné. Je vais vous donner une anecdote. J'ai rencontré il y a quelques jours un praticien radiologue privé à qui j'ai pu discuter. Ils n'ont jamais eu connaissance du projet. Jamais. Et pourtant, c'est un des patrons du cabinet d'essai qui m'a dit qu'il n'avait jamais été consulté sur le sujet. Donc on a élaboré un truc là, et même le secteur privé
apparemment, n'est pas dans la boucle. Donc ça laisse un peu trop. Alors, et puis il y a effectivement les questions financières. Alors, il y a des chiffres qui ont circulé. Hein. Vous savez qu'on a parlé, d'ailleurs, une petite anecdote, hein, pour Lily Nallet, c'est quand même important. Il y a un député qui fait depuis lors une carrière de ministre, hein, qui a dit il y a quelques mois que la réorganisation hospitalière et la reconstruction d'un hôpital Saint-Malo-du-Mont, ça coûterait 90 millions d'euros. Vous pouvez retrouver ces déclarations dans la presse. Et là, le chiffre qu'on a, c'est pas ça. Hein. C'est 400 millions. Hein. Mais ça a même monté, on doit être à 487 millions aujourd'hui. Et alors donc, moi, honnêtement, je m'interroge effectivement si c'est pas un des problèmes qui fait qu'on n'entend plus parler du sujet depuis de 100 mois. Parce qu'effectivement, alors l'État, quand on dit l'État s'engage à donner des subventions pour cette affaire-là, en fait, c'est jamais l'État qui paye. Il faut savoir que les sous que l'État décide de donner éventuellement au projet, c'est les sous de la Sécu, hein, c'est pas les sous du ministère des Finances. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Et donc, si l'État donne 100 millions, ça veut dire qu'effectivement, comment on finance le reste? Comment on finance? Alors bon, là-dessus, on n'en sait rien, enfin on a quelques idées, hein, parce que bon, il y a des questions, notamment sur Saint-Malo, de vendre les quelques bijoux de famille qui restent à l'hôpital public, hein, notamment tous les secteurs qui sont sur le bord de Rance, par des Corbières, de l'ancien Mogardy, etc. Mais n'empêche que pour trouver 300 millions, ça ne se trouve pas tout à fait. Enfin bref, il y a quand même un sujet dont on parle très peu, d'ailleurs dans ce projet-là, c'est quel est le devenir des institutions du médico-social pour les personnes âgées, que ce soit les EHPAD et les USLD, parce que le CH de Dinan, comme le CH de Saint-Malo, ou même l'hôpital de Cancale, ils ont un secteur personnes âgées qui est quand même très important. Et on ne parle pas du tout, par contre, de la santé mentale, comme si cette question-là était réglée. Sauf que non. Il faut quand même se rappeler que dans les années 80, l'idée c'était de déstigmatiser la santé mentale en la rapprochant de l'hôpital général. Ce qui, à mon avis, quelqu'un qui venait consulter son praticien pour une pathologie quelconque, il prenait un rendez-vous aussi bien en psychiatrie que comme il le prenait en cardiologie. Aujourd'hui, on fait marche arrière, notamment sur Saint-Malo, on a recréé des structures spécifiques, on a éloigné la santé mentale de l'hôpital général. Bref. Donc, vous voyez, donc toutes ces questions-là, on les a un petit peu confrontées, je dirais, aux éléments de dossier qu'on connaissait, et qui, effectivement, ne sont pas tout à fait complets et ne sont pas forcément d'actualité. Merci Daniel. Alors, juste pour terminer de présenter le dossier, quand on a commencé à rentrer dans le dossier, on s'est heurté à un langage particulier, à des sigles, et on a essayé de comprendre. Notre vision, on voudrait une démocratie sanitaire. Alors on a essayé de regarder ce qu'étaient les institutions de la démocratie sanitaire. Alors, quand on regarde l'ensemble des sigles et des systèmes, on pourrait dire, ouais, c'est démocratique, parce qu'il y en a des commissions, des choses, etc. Bon, voilà, ça suffit sans doute pas. Et en plus, on a essayé d'aller voir ce que ça voulait dire. Alors, on s'est dit, on a essayé, nous, de comprendre quelque chose. Ceux qui vont s'y mettre vont essayer de la même chose. Autant partager le boulot qu'on a fait. Donc, on vous a fait un petit glossaire sur 3 pages où vous avez à peu près les clés pour commencer à rentrer dans le labyrinthe des institutions de la démocratie sanitaire. Je vous rappelle que ce document, on a prévu de continuer à l'élaborer, de le modifier à mesure que les choses vont venir. Vous pouvez en être totalement les acteurs et toute information, toute connaissance qui rajoute une manière de pouvoir traiter et comprendre ce dossier sera le bienvenu. Alors maintenant, le mieux maintenant, c'est peut-être de débattre. La parole est à la salle. Donc, vous avez
le temps nécessaire pour réfléchir et pour questionner cette présentation, mais aussi peut-être y faire part d'éléments que vous connaissez, qui ne sont peut-être pas arrivés à notre connaissance. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter témoignages et contributions à notre débat et à faire avancer ce document qui, comme vous ont dit les deux présentateurs, là, est un document d'étape et qui sera amélioré au fur et à mesure de ce que l'on aura réussi à percer comme trou dans le mur, on va dire, de silence que l'ARS a bâti entre les citoyens et eux. Bruno Ricard, maire de Langvalais. Première chose, moi je trouve le travail remarquable. Enfin, on en a discuté directement et indirectement depuis plusieurs mois, donc on voyait venir l'enquête, etc. Mais voir le document aujourd'hui, la restitution, donc déjà coup de chapeau, quoi. Enfin, c'est assez remarquable parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, ça contribue à dire à un moment donné, on a le droit d'être pris au sérieux. Enfin, voilà. Première remarque. Deuxième chose, c'est que ça donne envie, ce qu'on a vécu, il y a peut-être d'autres maires dans la salle, j'en ai vu un là-bas. Il y a eu une tradition, notamment du côté de Dinan, de voter des séries de motions sur l'hôpital dans les conseils municipaux. Ça entretient un peu la flamme quand même si on dit ça sert à rien, mais ça entretient un peu le débat dans nos conseils, etc. Bon, bref, là, ça donne envie d'aussitôt caler une motion autour de votre travail dès les prochains conseils, pourquoi pas. Ah, mais juste apporter, comment dire, une info ou deux. D'abord, dans la série de la confidentialité du rapport au CETI, où tu disais, je crois, tu citais des professionnels de santé qui ne sont pas au courant, etc. Pour l'anecdote, la directrice de Vivalto Dinan, donc de la clinique privée site de Dinan, il y a 3 jours, on avait une réunion, je vais en parler 2 secondes, mais je sors le rapport au CETI pour dire que c'est un torchon lamentable, etc. Et elle dit, devant la directrice de l'hôpital site Dinan, directrice du développement durable, directrice adjointe de Cuesta, je pense, elle dit, je n'ai toujours pas eu ce rapport. Elle est directrice de la clinique privée à Dinan, c'est incroyable. Voilà. Pour l'anecdote. Deuxième chose, actualité, que vous avez peut-être entendu certains ou pas, mais l'association des petites villes de France se réunissait à Dinan il y a 15 jours à peu près. Pour y avoir été une des 2 journées, on a beaucoup entendu parler de la problématique des déserts médicaux, mais par extension, hôpital public, etc. Bref, il y a une suggestion qui pourrait nous faire connaître votre travail à la PVF. Alors, Dinan Université des Présents à l'entrée de l'économie. Et la PVF, dans sa réunion, alors a assez peu parlé de l'hôpital en tant que tel, mais votre sujet est beaucoup plus large. Et par contre, parlait beaucoup du problème des déserts médicaux en disant que ça suffit comme ça. Enfin, il y avait des propos assez engagés pour dire qu'il faut réguler l'installation des médecins, etc. Je le dis au passage. Franchement, le sujet-là, sous différentes formes, il a le vent en poupe. Et même ceux qui l'expriment en marchant sur des œufs disent qu'il faut quand même qu'on arrive à réguler les médecins un peu comme on le fait, au moins comme on le fait pour les officines de pharmacie. Il n'y a pas de raison. Et un autre élu assez engagé là-dessus, Xavier Nicolas, qui est maire en Eure-et-Loire, il me disait je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avancer là-dessus. C'est même plus des questions de lobby, ou alors quelques vestiges de lobby parisien, mais c'est un manque total de lucidité, de courage politique. Ça suffit comme ça, sur l'installation des médecins. Et dernier point, c'était quoi? C'était de dire, faire allusion à une réunion de travail qu'on a eu, un groupe de travail élu Dinan Agglomération, qui fait suite à tout ce qui se passe depuis 2 ans, et notamment une réunion qu'on a eue tous les maires avec l'ARS le 6 avril 2022. Cette réunion avec l'ARS, que j'ai essayé de faire valoir dans le groupe de travail Dinan Agglo, là c'est quelques élus qui planchent, c'est déjà pas mal que ça existe, que l'hôpital doit trouver ou retrouver toute sa place dans le contrat local de santé et dans le SCOT que tu pilotes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu m'en avais pas, enfin on en a parlé ensemble et que j'ai compris la pertinence effectivement de cette proposition-là. C'est une campagne de signature. On a eu pratiquement 10 000 cartes postales qui ont été envoyées à l'Élysée en demandant la réouverture et le maintien de la maternité. Donc, on ne peut pas dire que la population s'assoit dessus. Maintenant, la difficulté, c'est que oui, on est confronté à des gens qui ne s'arrêtent pas. Donc la question pour nous, c'est le maintien de la mobilisation. Et moi, je l'ai déjà dit, à un moment donné, on a envoyé les cartes postales, on n'a pas eu de réponse. Peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on réfléchisse à une délégation entre élus et population pour aller chercher les réponses. Et on verra à ce moment-là. Mais c'est, à mon sens,
C'est une des réponses qu'on peut apporter. Moi, je voudrais intervenir sur un détail. Enfin, c'est un détail, si on veut. C'est Remonter un petit peu. faut que je remonte un peu. C'est sur la volonté du gouvernement, par le projet Rossetti, par le projet d'hôpital, etc., de vouloir améliorer le droit aux soins. On sait très bien dans les hôpitaux aujourd'hui que c'est la catastrophe. Il y a une hémorragie de personnel partout. Les urgences sont saturées. Si on prend par exemple l'hôpital de Saint-Malo, donc cet été, l'hémorragie du personnel, il a continué. C'est une catastrophe. Il manque de personnel partout. Conséquence, les fermetures de lits. Dans plein de services, il y a eu des lits confirmés. Il y a eu des chambres où il y avait un seul lit, des chambres individuelles où on a mis 2 lits. Parce que c'est la catastrophe. Et alors, quand on a une volonté de sauver le droit à la santé, quand on est un gouvernement et qu'on dit, ou l'ARS, puisque l'ARS c'est l'agence du gouvernement, l'ARS, en disant on veut un projet parce qu'on veut améliorer le droit à la santé. Quand on a une hémorragie de personnel, d'infirmiers, d'aides-soignants, comment comprendre qu'à Saint-Malo, on ferme l'école d'infirmières? Il y a nécessité aujourd'hui de créer des milliers de recruter des milliers d'infirmiers, des milliers d'aides-soignants. Et partout, on ferme les écoles d'infirmiers. Alors, c'est vraiment la logique. Moi, je crois qu'il faut ne pas être naïf. Et il faut aussi, le travail qui a été fait est un travail important. Il faut aussi saluer le travail des maires dans la région de Saint-Malo, de Dinan, qui ont fait avec la pétition et un travail aussi très important. Mais je pense qu'à l'ordre du jour, aujourd'hui, c'est la mobilisation. C'est parce qu'on a les éléments pour dire que si la population, les élus, les soignants ne se mobilisent pas pour sauver la santé sur la région de Saint-Malo, ça va être la catastrophe. Donc la mobilisation, c'est la maternité, c'est la défense de la maternité de Dinan. La mobilisation, c'est la défense de l'école d'infirmiers, d'aides-soignants de Saint-Malo. Et c'est la défense de l'hôpital. Et je pense que... Une question pour vous, du coup, puisque j'ai l'impression que vous êtes plutôt du coup dans le coin dans le nord, entre Cancale et... parce qu'effectivement, la pétition des agriculteurs, apparemment, ça a fait bouger les choses. Est-ce que vous avez connaissance d'un projet similaire Oui, mais d'un projet similaire sur le nouvel emplacement de l'hôpital. Non, parce que moi je l'ai su dimanche et je voulais d'abord voir comment ça se passait, s'il y avait des infos supplémentaires ou quoi que ce soit et après oui, on peut très bien faire la même chose au Motet, mais je pense qu'il faudrait faire une pétition pour Dinan et Saint-Malo, pour tout le monde quoi. Il faudrait que tout le monde fasse pour le projet. Vous pouvez répéter juste ce qu'on dit. Je sais plus ce que je disais. Il faudrait qu'on fasse une pétition, mais tous ensemble. Pas une pétition pour Saint-Malo, une pétition pour Dinan, ça sert à rien quoi. Il faut faire une pétition pour tout le monde. Mais alors nous, on a fait par internet, donc on n'a pas eu grand monde. Il faudrait aussi faire une pétition, aller se déplacer et tout ça, et faire tout le monde. Justement, c'est pour ça que je pose la question. C'est parce qu'en fait, nous, à la FI, alors je sais que tout le monde partage pas forcément nos idées, hein, mais c'est pas forcément la question. C'est que nous, on pourrait vous proposer de la main d'œuvre, quoi, en fait, pour faire signer votre pétition. Et du coup, ce serait intéressant que peut-être on garde contact, en fait, ne serait-ce que parce que nous, là, on a vraiment pas mal d'actions de tractage et de signage de pétitions en cours. Donc si on peut ajouter la vôtre au lot, je pense que ça peut être une bonne chose aussi pour faire avancer. Ouais, c'est exactement ce que je veux. Il y a dans les délibérations qu'on a prises, nous, dans le conseil municipal, on a insisté sur une chose, on est pour le maintien de 2 hôpitaux de plein exercice. Un hôpital à Dinan, un hôpital sur Saint-Malo. Il n'y a pas de plateau technique pour nous. C'est 2 hôpitaux de plein exercice, Dinan et Saint-Malo. C'est une des discussions qu'on peut avoir, et c'est un des désaccords. Dès qu'on part dans la discussion sur le plateau technique, on est dans le projet de l'ARS. C'est la discussion qu'on va avoir avec le groupe de travail de l'AGLO. Soit on s'inscrit dans le projet de l'ARS et on part de 3 entités avec un plateau technique, soit on ne comprend pas le projet et on résiste. Et à ce moment-là, c'est les 2 hôpitaux de plein exercice qui sont dans leur vie.
Et c'est vrai que la proximité, elle est là. La proximité, c'est un hôpital à Dinan, un hôpital à Saint-Malo. On a une coupure énorme au milieu de la Rance. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, qu'il soit Mignac-Morvan ou de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe si le pont au milieu s'effondre? Eh bien, vous n'allez plus à l'hôpital, vous mourrez sur place. Mais, je vous rassure, comme a dit M. Crestal, le directeur de l'hôpital, faites le 15. Et vous serez sauvés. On voit très bien qu'il y a un déni démocratique sur cette question-là, puisqu'en fait l'ARS n'est pas dans l'écoute, ni même dans l'information des citoyens, ni même des élus locaux, ni même des acteurs de la santé dans le territoire, donc c'est quand même assez impressionnant. Moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que le maire de Dinan, lui-même, se positionne, en ne prenant pas position ouvertement, laisse complètement entendre qu'il est favorable à la proposition de l'ARS. Donc ça, je ne comprends pas en tant que maire de Dinan qu'il ne soit pas dans une position beaucoup plus transparente vis-à-vis de ses citoyens. À une époque où on parle de démocratie participative et de ce type de démarche, je trouve ça assez hallucinant en 2022. Et en fait, moi je pense que le gros risque qu'on a dans ce déni démocratique, c'est qu'on se divise. Et je pense que c'est un peu ça la stratégie, c'est qu'à un moment, on en vienne, et cette histoire de position de l'hôpital, pour moi, elle peut nous conduire, et il faut qu'on soit très vigilant là-dessus, à opposer Dinan à Saint-Malo, à opposer telle commune ou tel terrain à tel terrain. Et je pense que là, il y a un vrai danger. Je pense que c'est extrêmement important de ne pas rentrer dans cette logique-là qui consisterait à nous opposer les uns les autres. Et alors voilà, derrière, il y a pas de souci. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la démarche qui a été entreprise, moi c'est pareil, j'ai pas participé directement aux travaux qui ont été faits là. Et ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est de prendre le contre-pied de ce que fait l'ARS, c'est-à-dire de dire la question est complexe, certes, mais c'est pas parce qu'elle est complexe que le citoyen ne peut pas comprendre, c'est pas parce qu'elle est complexe qu'on ne peut pas impliquer les personnes, au contraire, il faut de la communication, parce que la question est complexe, quoi. Et c'est vraiment prendre exactement le contre-pied de ce qui est fait. Et donc moi je trouve que cette démarche-là, même si évidemment elle se construit sur plein d'incertitudes et plein d'inconnus, je pense que c'est une démarche qu'il faut qu'on poursuive et qu'on favorise l'information du citoyen pour éviter les divisions. Voilà. Bonjour, ancien praticien hospitalier à la retraite. Moi je vais peut-être globaliser le sujet, enfin essayer, j'aimerais bien avoir des renseignements, si quelqu'un en a, sur le groupe Ramsay, groupe américain qui est en train de rafler tous les hôpitaux en France en ce moment. Des centaines et des centaines d'hôpitaux passent au privé. Donc dans ma tête, qui est bien connue de l'ARS quand même, je crois qu'ils sont très emmerdés. Ils ont des choses à concilier qui n'y arrivent pas, et leur seule solution proposée, c'est le passage au privé. D'ailleurs, l'historique a bien montré qu'on y arrivait petit à petit, etc. Donc là, il y a un groupe manifestement qui est à l'affût. Alors, ce groupe-là, je ne sais plus où j'en ai entendu parler, c'est dommage, mais me fait vraiment penser à la gestion des maisons de retraite privées, avec tous les ennuis récents qu'on a connus, à une gestion du personnel absolument désastreuse et j'ose le terme, une gestion des patients désastreuse. C'est-à-dire qu'ils ont des ordres de recueillir que certaines populations et envoyer les populations qui demanderaient trop de soins ailleurs. C'est-à-dire faire la fameuse ségrégation qu'on connaît depuis toujours, les choses embêtantes au public et les choses intéressantes au privé. Et là, tout d'un coup, il m'apparaissait que la solution pour l'ARS était toute trouvée. C'était effectivement de faire un hôpital à Saint-Malo et de passer Dinan en hôpital de proximité dans le privé type Ramsay. Voilà. Donc moi, je suis pour une mobilisation, bien sûr. Hein. Je rappelle au passage que les 30 minutes étaient de montant à 20 minutes et posaient des problèmes. Je faisais partie de la commission des urgences déjà. Donc il y a une dégradation de toute façon et effectivement on arrive à des impasses où on a l'impression que les orientations actuelles ne vont que vers le privé, mais pas, avec tous les inconvénients pour la population qu'on connaît, à la fois dans la qualité des soins, dans la politique du personnel, etc. Voilà. Alors si quelqu'un a des renseignements, je ne sais pas. L'hôpital de Dinan. Moi, je voulais vous faire un petit état des lieux de la situation actuellement à l'hôpital.
Parce qu'en effet, on a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Donc déjà, beaucoup de fermetures de lits depuis 1 an, puisqu'on a presque fermé 70 lits. Aujourd'hui, on vient encore de fermer 12 lits de pneumologie. Enfin, on se rend bien compte qu'on va en effet vers un centre d'hôpital de jour, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Quant aux questions posées au directeur, pour l'avoir encore rencontré la semaine dernière sur le projet, on n'a aucune réponse. Depuis mai, il n'y a aucune transparence. Par contre, on se rend compte que ça avance. Donc ce soir, on est quand même surpris, puisque nous, en effet, les 2 derniers positionnements du projet territorial, c'était Atalante et Arc-en-Cieux. On apprend ce soir qu'apparemment c'est déplacé. C'est vrai qu'on ne peut que regretter que les informations, enfin, de toute façon, depuis le début, c'est ce qu'on dit au directeur, les informations, on ne les a que par la presse. Non, attendez, moi je vais chercher, je contacte, j'appelle, je rencontre, tout ça. Oui, mais nous, on alerte. Je peux vous dire, on a alerté Monsieur Le Chien, on a donné notre position. Nous, on a un syndicat qui a voté, on a été les seuls à voter contre le projet, parce que dans ce 190 pages, comme le disait le monsieur, il n'y a aucun chiffre pour les emplois. Le si peu qu'on nous a présenté, c'est pas cohérent. Il n'y a pas la place pour accueillir toute la population d'Dinan. Comme aujourd'hui, on nous a fermé une maternité, on nous a dit qu'on allait nous faire un centre de périnatalité qui aujourd'hui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de personnel à Saint-Malo pour prendre les parturientes du pays de Dinan correctement à la maternité de Saint-Malo. Donc voilà, aujourd'hui on voit que rien ne fonctionne, mais par contre le directeur il avance. Voilà. Je laisse quelques réponses là, que je peux donner. Alors, moi je suis un peu d'accord avec ce que dit Erwan et puis monsieur Docaleuc. Je crois qu'il ne faut pas focaliser l'essentiel de nos débats sur la localisation potentielle d'un plateau technique. Ça c'est effectivement, si on commence effectivement à mettre beaucoup de poids sur cette affaire-là, on risque d'avoir perdu la bataille. C'est pas une question qu'il ne faut pas soulever, mais je dirais que ce soit Arc-en-Cieux, Atalante ou Mignac, à mon avis, c'est pas le centre du débat. Le centre du débat, c'est comment s'organise la prise en charge des patients sur l'ensemble du secteur. Alors là, pour répondre aussi, effectivement, on n'a pas dans notre document fait référence explicitement à la notion d'hôpital de proximité dont vous parliez. Mais on ne l'a pas écrit comme ça. On a écrit effectivement que la capacité installée au CH de Dinan régresserait de 192 lits MCO. MCO, c'est médecine, chirurgie, obstétrique, c'est la capacité actuelle. Donc elle régresserait de 192 à 85 lits. Ça veut dire quelque chose. Et en plus, donc soit une nouvelle purge de 107 lits sur les 85 lits restants à Dinan, 28 seraient dévolus à la médecine gériatrique et 8 aux soins palliatifs, ce qui consacre la disparition de la médecine de spécialité sur ce site. C'est ça le cœur du sujet. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité de spécialité, je dirais, sur Dinan dans le projet. Alors là, j'ai essayé, alors c'est très compliqué ça, d'essayer de comparer les capacités existantes au projet tel qu'il figure dans le projet médical partagé. Alors c'est difficile parce que ça dépend de quoi on parle, ou du point de départ, parce que, comme l'a dit le représentant de la CGT, ça fait déjà quelques années qu'il y a des fermetures de lits à Dinan. Alors effectivement, quand on réduit le nombre de lits à Dinan, on peut dire aujourd'hui, ah mais attendez, globalement, le nouveau projet ne va pas faire descendre de lits. Sauf que vous voyez, par exemple, si je prends le tableau d'en haut, différentiel par rapport à l'existence sur la base Averroès. Alors Averroès, c'est le cabinet qui conduit le projet médical. Donc c'est des techniciens qui font tourner les moulinettes, ces gens-là. Et donc on voit bien que l'hôpital de Dinan, en hospitalisation complète, par exemple en médecine, par rapport à ce chiffre de départ, et l'hôpital de Dinan a perdu 81 lits de médecine. C'est pas rien, 81 lits de médecine.
il a perdu les 3 lits de chirurgie, etc., etc. Et quand on regarde le tableau en dessous, c'est quand je me reporte aux chiffres de capacité qui existaient en 2018, au moment où les hôpitaux de Saint-Malo et de Dinan ont eu la visite des visiteurs de l'HAS. Vous savez, c'est le problème de l'accréditation. Et là, vous regardez la différence. Elle est encore plus importante, puisque l'hôpital de Dinan, par rapport à ce qu'il était en 2018, il a perdu 105 lits de médecine. Et donc, là, HC, ça veut dire hospitalisation complète. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'hospitalisation complète, c'est l'hospitalisation notamment pour les personnes les plus âgées. Donc, globalement, c'est là qu'est le cœur du sujet. Et on rejoint la question qui a été soulevée sur la notion d'hôpital de proximité. À Dinan, il ne reste plus que de la proximité, c'est-à-dire de la médecine polyvalente, mais la pneumologie, la cardiologie, tout ça, c'est viré. Tout ça, ça n'existe plus. Donc ça, c'est... Quand on repart de nos documents par rapport aux besoins des malades, aux besoins exprimés par la population, ça c'est central ce sujet-là. Je dirais que de ce point de vue-là, que l'hôpital technique soit à Arcentieux ou à Bignac, je dirais que c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la déqualification de l'hôpital de Dinan. C'est ça le cœur du sujet. Je voulais, une dernière chose, mais je l'ai peut-être perdu en route. Non, mais je reviendrai. Ouais. Pour dire que, oui, bien sûr, unir les efforts pour refaire une pétition, puisque la vôtre semble avoir porté ses fruits, c'est d'autant plus important que elle a porté ses... Enfin, je veux dire, moi, ce que j'ai entendu, c'est que la ministre de la Cohésion des Territoires, Caroline Cayeux, effectivement, aurait mis un peu les pieds dans le plat en disant un nouvel hôpital sur de la terre agricole, pas bon. Pas d'accord. Elle aurait dit ça. Oui, nous, on a envoyé des courriers à l'ARS, au ministre de la Santé, au ministre de l'Environnement, au préfet. Enfin, on a été très très haut pour dire que voilà, il y a d'autres solutions à faire que de continuer à prendre des terres agricoles cultivées en maraîchage. Et puis c'est de la très bonne terre, puis c'est pas sa place, quoi. Donc oui, je suis d'accord que c'est pas le sujet principal, l'emplacement, mais si on reste sur un hôpital de proximité, il faut que ça soit de proximité de Dinan, parce que de toute façon... non, je vais juste continuer le propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, le projet, alors il y a l'analyse qu'en fait Stéphanie, et juste, je pense que François Costa, il avance, mais il avance, et dans le même temps, je pense qu'il y a quand même quelque part dans certains tiroirs un petit fond d'embarras sur la question du site et de ces enjeux de terre agricole, et un petit fond d'embarras sur la question financière que soulevait Yann. Et donc tout ça mis bout à bout, et donc disons qu'il y a une temporalité où il est peut-être intéressant de monter au créneau un peu plus fort, à la fois peut-être sur la question du site du Motet, défense de terre agricole en soi c'est un sujet, et puis aussi sur le concept global, etc. Encore une fois, de faire connaître votre travail, de revenir avec une nouvelle salle, entre guillemets, de motion de vote dans des conseils municipaux, etc. etc. Voilà, il y a peut-être une fenêtre importante pour ça, même si n'oublions pas non plus qu'il y a un autre cœur de débat, c'est que, et on peut en combiner les enjeux dans d'éventuelles motions, c'est que, comme tu dis Stéphanie, pendant qu'on parle et qu'on débat sur le futur, ce qui est bien normal, le présent se dégrade au jour le jour. Moi aussi, je suis de la LFI et j'ai entendu une personne, un monsieur, dire que peut-être l'ARS finalement n'avait plus comme solution que de privatiser. Pour moi, il est flagrant que ce dont on parle, toute la problématique qui existe au niveau de l'hôpital, au niveau national, c'est une chose qui a été créée petit à petit parce qu'on vit dans un système libéral. On l'a vu au niveau de l'énergie, on l'a vu, on a vendu nos autoroutes, qui étaient pourtant une propriété de l'État, on a tout privatisé en fait petit à petit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un État qui ne peut plus gérer, puisque tout est géré par les marchés. Là, je pense que, donc, pour moi, le résultat, tous les constats qu'on fait au niveau de l'hôpital sont des constats d'un abandon de l'État
pour laisser la libéralisation, la privatisation se mettre en place. La preuve, on vient de parler du groupe Ramsar. Ramsar, qui est un groupe international qui rachète, comme Orpea, comme tous ces grands groupes, toutes ces multinationales, qui rachètent petit à petit tout ce qui a été détruit par une politique depuis 40 ans au moins, de libéralisation petit à petit, de dérégulation des marchés. En fait, voilà, on en est à l'offre et la demande pour la santé. Ça n'est plus une volonté de protéger les gens, de soigner les gens, de les accompagner dans leur fin de vie, dans leur maladie, dans leur handicap, dans les problèmes mentaux. Non, c'est une question de privatiser, tout simplement. Alors c'est très intéressant, tout le travail qui est fait par les élus, de chercher des solutions, par diversité aussi, le monde d'après, de trouver la compréhension de tout ça. Mais en fait, au final, le risque, effectivement, c'est d'arriver à se dire « ouais, mais alors, non, on ne va pas prendre à Talente, c'est vachement mieux à Mignac, c'est quand même beaucoup plus centralisé. » Effectivement, c'est logique. Mais la logique, c'est quoi? C'est la logique, c'est de garder un hôpital à Cancale, de garder un hôpital à Dinan, de garder un hôpital à Saint-Malo. Et pour ça, il faut des fonds. Donc, il faut remettre de l'argent en commun, c'est l'impôt, c'est la sécurité sociale. C'est sur ce combat-là qu'on peut redonner de la vie à nos territoires, parce qu'on va, par l'impôt local, par notre sécurité sociale, gérée par l'État, gérée par non pas par l'ARS, dont on ne sait pas qui c'est, je ne sais même pas si c'est des représentants élus. Et par qui ils sont élus? Non, d'accord. Donc, pour reprendre le pouvoir là-dessus, à mon avis, la question des détails, il y a des gens qui se bagarrent, bravo, mais il va falloir se bagarrer pour récupérer notre pouvoir à nous, qui est celui de la démocratie, qui est celui des élus pour qui on va voter, et qui vont faire des choix à nouveau. Il faut arrêter de laisser la place à des groupes comme Ramsar, comme Orpea. Il faut renationaliser tout ça, il faut que ça redevienne des biens communs, parce que la santé est un bien commun. Point. CGT, mais pour le coup, de l'autre côté de la Rance, à Saint-Malo. Mais rassurez-vous, on travaille vraiment ensemble avec nos camarades de la CGT. Donc juste pour effectivement appuyer le propos de Stéphanie, on ne nous dit rien, on ne nous dit strictement rien. Alors on va être gentil, on va dire que juillet et août c'était les congés d'été. Enfin 2 mois de congés d'été ça commence à faire donc quand même qui plus est pour des responsables qui sont aux manettes. Non, plus sérieusement, on se doute que ça avance puisque, et d'ailleurs je crois que vous l'évoquez dans votre document, vous en avez parlé, le projet devait passer au Conseil national d'investissement en santé le 15 juin, en phase 2. Alors vous verrez, hein, c'est les données qui sont accessibles sur Internet, hein, c'est sur un des sites, je ne sais pas si c'est l'ARS ou ministère de la Santé où j'avais trouvé ça. Hein. Vous avez toutes les phases des projets qui sont présentés au Conseil national d'investissement en santé, hein, tous les gros projets qui découlent des financements Ségur. Et en l'occurrence, le 15 juin, pour le projet de territoire, c'était la présentation de la phase 2. La phase 2, les 2 grands axes de la phase 2 par rapport à l'avancée du dossier, c'est le plan de financement, et donc bien évidemment, pour avoir une idée du plan de financement, il faut déjà avoir des détails sur le projet, des détails sur la structure, le dimensionnement des bâtiments, le dimensionnement des locaux. Sinon, on ne peut pas tout simplement proposer un plan de financement puisqu'on ne sait pas ce qu'il nous faudrait comme volume financier pour financer le projet. Donc c'est ce qui nous permet d'affirmer ce soir qu'on sait que ça avance, quand bien même on nous cache tout. Et on nous cache tout. Puisque nous avons des instances, en tout cas pour Saint-Malo, nous avons des instances mi-octobre et on nous a informé, pas plus tard qu'hier matin, que nous aurions peut-être un point sur le grand projet mi-octobre.
Peut-être, c'est pas sûr, si vous êtes sage. Voilà. Donc le projet, il avance. Malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus au niveau des détails, mais inévitablement. Alors, on pourrait nous dire aujourd'hui, bah oui, mais en fait, c'est pas passé, le 15 juin, c'est pas passé au CNIS, le projet n'est pas finalisé. Mais quand bien même, à partir du moment où on nous a suffisamment répété que l'échéance c'était le 15 juin et que le 15 juin c'était la phase 2, quand bien même ça ne serait pas passé le 15 juin précisément, le dossier était déjà bien avancé à l'époque. Donc voilà, je partage aussi l'idée que le point central, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire de l'organisation sur le territoire pour la prise en charge de la santé de la population. La problématique des terrains, effectivement, il ne faut pas que ce soit un peu le sujet qui nous écarte vraiment, du fond. Sur l'aspect privatisation et tout ça, nous, c'est dès le départ... Dès qu'on a appris qu'il y avait un peu ce projet dans les cartons, c'est la première rencontre qu'on avait eue d'ailleurs avec la direction, c'était une des premières questions qu'on avait posées. C'était, puisqu'on faisait aussi le constat, depuis des années qu'on était en difficulté financière, qu'on commençait à entendre parler de centaines de millions, qu'on savait qu'on avait déjà des difficultés, par exemple, pour faire notre projet de nouveau bâtiment de psychiatrie, d'avoir des difficultés pour boucler les 12 millions qui nous manquaient. On s'est dit, comment ça, les banques vont nous prêter 100 millions Et puis on a pensé effectivement à l'idée éventuellement de financement avec des partenariats publics-privés. Ça se fait. Par exemple, la société privée construit les murs, construit les bâtiments, et loue après les bâtiments pendant des années. À l'hôpital, il y avait cette piste-là. Donc voilà, en gros, on n'est pas entré dans le détail, mais la question c'était, mais déjà, est-ce que ces nouveaux établissements auront bien un statut public et non pas privé? Et la réponse à l'époque a été, pour les bâtiments principaux, oui. Et là où je veux en venir, c'est que grande inquiétude aussi par rapport au manque d'informations qu'on a sur le projet, c'est qu'on se concentre aussi effectivement sur on va dire les deux bâtiments principaux, l'hôpital de Dinan et l'hôpital de Saint-Malo. On a eu peu d'informations, on en a eu quelques-unes, peu d'informations, mais quelques-unes, parce qu'on s'est battu pour les avoir, entre autres la lettre, le projet de M. Rossetti, il a fallu se battre pour en avoir connaissance. On n'a rien à l'heure qu'il est sur les EHPAD. Quand on sait, vous faites le constat dans votre dossier, toutes les études démographiques, les projections de santé le montrent par A plus B, que la population va vieillir, qu'il va y avoir un développement des maladies chroniques, type cancer, en lien aussi avec ce vieillissement de la population, n'avoir aucune information dans ce projet sur le devenir des EHPAD, sur leur capacitaire, voilà, je trouve ça hallucinant. Voilà, je termine là. Par contre, si vous avez des infos sur les terrains, mais je regardais juste 2 secondes sur le Motet et Blanche-Roche, c'est pas le même endroit tout à fait. Donc, voilà. Et puis alors, ce qui serait intéressant, c'est de signer, mais signer à quel niveau? Vous voyez? Évidemment, sur le constat et sur tout ce qui peut être dit sur le service public, sur la santé, encore il va porter un peu sur la mobilisation. La difficulté de mobiliser en fait. Parce que là, je vous dis tout de suite, et c'est pas que pour la santé, mais en fait, on mobilise les gens pour avoir des informations. Et on passe notre temps à ça, à la course à l'info. C'est une stratégie en face qui est bien huilée, ça. Voilà. On distille, on met la presse dans le coup, enfin, c'est pas pour critiquer la presse, mais voilà, il y a toute une stratégie en face qui fait qu'on perd du temps à dire allons, on va avoir les infos. Bon, alors, en tant que maire conseiller communautaire, on a passé notre temps à ça, et Bruno le disait bien, Yann également, et mes collègues autour, je pense que c'est pareil pour mes collègues de Saint-Malo, voilà, on passe notre temps, et on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir le directeur de l'ARS qui est venu avec sa bande de bras cassés, là, en costard, cravate,
bien coiffés, bien gominés. D'un côté le comptable, de l'autre, voilà, on a 6 mecs en toute table qui nous racontent la messe et qui nous font toutes les réponses qu'il faut. Voilà, ils nous prennent pour des abrutis de première, des ruraux, voilà, classiquement parlant, c'est ça. Voilà, on n'apprend rien de plus, quoi. Et c'est ça, moi, qui me pose souci. Parce qu'en fait, on a eu 10 000 signatures sur 100 000 personnes du côté de Dinan, mais autant du côté de Saint-Malo. Donc voilà, certes, c'est intéressant, mais c'est nettement insuffisant, quoi. Et c'est là où... Mais c'est pareil pour un tas de questions. Hein. Là, c'est l'élu qui parle, qui a été syndicaliste en son temps, mais qui a toujours la même difficulté à se dire comment on peut mobiliser sur des thèmes. Je me disais, la santé, c'est quand même un problème qui concerne tout le monde, un chien. De notre naissance jusqu'à notre mort. Non, ça ne mobilise pas, quoi. Et c'est pareil pour tout un tas de sujets. Et là, c'est comment on peut faire. C'est vrai que c'est ça, moi, ça me... On est 500, 600 avec nos écharpes, les maires, devant l'hôpital, on est content, mais 500 personnes, quoi. Et là, j'en vois beaucoup que je connais depuis longtemps, et c'est bien ce que vous faites, les débats, c'est intéressant d'échanger, mais voilà, comment on peut déborder de tout ça, et comment véritablement... Alors moi, je ne suis pas pessimiste, bien évidemment, parce que je suis abonné à Marianne, moi, on pense qu'on en veut, mais il y a un dossier de 15 pages sur l'hôpital. Et là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est là-dedans, avec un classement des hôpitaux, etc. C'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait, et c'est vrai que ce qui se passe ici se passe partout. Rossetti, il a Séville à Lille, il a Séville en Bourgogne, partout. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes constats, c'est la même méthode. Voilà, il est payé pour ça. Rossetti, ce ne sera pas lui, ce sera un autre. C'est pareil. Moi, je suis du nord de la France et je constatais dans un article que dans la Haute-Marne, ce qu'on vit à Dinan, c'est pareil en termes de financement, qui va payer après les collectivités territoriales. Alors on s'est dit, voilà, alors que 500, 600 millions vont parler Yann, alors l'État on met 150, qui va payer le reste. On est déjà dans une démarche en fait de se dire, bon ben merde, tant pis, voilà, ils vont mettre l'hôpital, bon, il faut qu'on paye, quoi. Après on va s'engueuler de savoir comment on va payer à l'agglo, parce qu'il y a des communes qui vont à Saint-Brieuc ou à Rennes, parce que Saint-Malo pour eux, c'est la puissance. La population déjà est divisée là-dessus. La population divisée, les élus sauront quand on va parler d'argent concrètement, et on va être divisé entre Saint-Malo et puis Dinan pour... voilà, moi c'est ça moi, que je dis que sur la stratégie aujourd'hui, sur la mobilisation, sur la prise de conscience, on est en retard et on a des grandes difficultés. Alors voilà, moi c'est comment on peut faire aujourd'hui vraiment pour qu'on ait une mobilisation d'ensemble d'ailleurs, sur des territoires, comment on peut faire prendre conscience aux gens. C'est valable pour l'éducation nationale. Moi, je suis effaré qu'on nous dise à la rentrée scolaire qu'on forme des enseignants sur 2 jours. Voilà. C'est quelque chose que je n'imaginais pas. Alors, je suis peut-être vieux, bon, tout ce qu'on veut, mais je me dis, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Ce fut un temps, on aurait eu devant les écoles, devant les collèges, on aurait eu des amicales laïques, enfin, les enseignants, enfin, je ne sais pas. Non, on forme 2 jours des enseignants qui vont s'occuper de nos enfants. C'est incroyable ça. Vous voyez un petit peu aujourd'hui la difficulté, le retard dans la prise de conscience politique, on sort du terme d'ailleurs, sur ce qu'est une politique dans une société dite moderne, sur des questions aussi importantes que l'éducation, la santé, voilà. Et c'est ça, je crois que... Et donc nous aujourd'hui, et je partage tout, il n'y a aucun souci, mais comment comment élargir cette question, cette prise de conscience. On se taraude avec je remercie mes collègues, moi je ne suis pas dans la commission en question au niveau de l'agglo, c'est bien qu'on ait mis en place cette commission d'ailleurs, c'est tout top, mais voilà, et je salue mes collègues qui le font et qui font très bien, moi j'y suis pas, donc voilà, je suis en plus, voilà, je dis ça, je ne suis même pas dedans, bon, on ne peut pas être partout non plus, on fait ce qu'on peut, mais vraiment, alors moi, on a eu 110 signatures sur 1000 habitants à la Vicomté, c'est 10%, je calculais sur 100 000 habitants, je suis dans la norme, quoi, je suis dans les stats, entre guillemets, ni plus ni moins, mais c'est totalement insuffisant, quoi. Et quand je rencontre les habitants, ils me disent, ah ben oui, je suis allé à la urgence, j'ai mis, alors vous avez de la chance, vous savez combien, 11 heures, je crois, 4 heures, ou 4 heures, vous avez de la chance, vous êtes dans le bon temps, vous, 4 heures. Je regardais il y a peu de temps, c'est 48 heures, une dame de 92 ans, sur la 92 heures, là. Elle est morte sous brancard. Mort sous brancard. Oui, j'ai connu ça. Je n'ai pas fait avancer le public, mais je pense que c'est cette question de la stratégie, de la communication, de comment faire. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on puisse réfléchir.
prochaine réunion d'ARS, vous coupez, monsieur les maires, et vous dites non, on ne va pas y aller parce que ça n'est pas la peine, on décide bac. Oui, je suis Bernard Dupont, je suis élu à la CGT, en réunion de CE, et je trouve que oui, les délégués syndicaux, mais surtout aussi les secrétaires et tous les syndicats, qui veulent se battre, parce qu'il y en a, je faut appeler un chat, qui font tout pour que ce soit comme ça se fait maintenant avec les ARS. Certains syndicats, heureusement, ils sont courageux, qui se battent quand même, parce que pour certains syndicats, il y a plein de notables là, qui disent que c'est des révolutionnaires. Et je dis qu'ils sont courageux, et je trouve que c'est grave, parce qu'on était en réunion, c'était l'autre soir, nous n'avons, il y a des engagements, je pense. On n'a plus d'actifs, vraiment. Il n'y a plus que des retraités comme nous. On se bat, si on veut. Mais il y a des engagements quand même. Je rejoins Alain. Moi, quand je suis sorti, je n'avais pas le moral. Hein. Nous n'avions pas le moral. Moi personnellement, je ne parle pas pour les autres. Mais lorsqu'il y a eu des manifs ou des brayages pour soutenir l'hôpital, Corps l'a dit non à la fois, ils ne lancent pas la pierre aux soignants ou autres du personnel de l'hôpital. Mais il y avait 10 personnes, 15 personnes de l'hôpital, sur combien 1500 personnes 1002. C'est une catastrophe. Et l'hôpital, on parle qu'il va fermer ou ça va être un privé. Et le personnel se désintéresse, quoi. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas quand même, quoi. Là c'est de l'agonie, quand même. Et on sait qu'ils savent. Et c'était au moment de la maternité fermée. Je ne sais même pas s'il y a certains personnels de la maternité, ce sont enfin des voyages, quoi, pour ça. Bon, j'avais sûrement qui y était et qui s'occupaient de ces patients, des patients, mais 15 personnes, 20 personnes maximum à l'hôpital. Il faut dire la vérité quand même à un moment. Et il y a un désengagement du syndicat, il y a un désengagement c'est personnel, mais tout est calculé. Hein. Les médias s'en occupent bien pour que ce soit comme ça. Attention, c'est bien calculé. Hein, mais moi je trouve ça lamentable et c'est grave. C'est grave parce que je ne vois pas l'aboutissement. Qu'est-ce que les gens vont chercher maintenant? Que les gilets jaunes reviennent, quoi. Non mais c'est triste, quoi. Et voilà, moi je dis que va falloir bouger parce que c'était... parce que, entre autres, à une réunion l'autre jour, à Pumodante, de l'hôpital, il y avait la personne qui s'occupait des collectifs, dont le maire de Côte. Je lui avais demandé quand même, elle n'avait pas lu le rapport des ARS. Alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez lire la lettre quand même? Bon, elle l'a lu avec et après elle nous a dit que les ARS, il y avait une réunion de Dinan Aglo. Et les ARS devaient venir. Alors j'ai soulevé la question, pourquoi pas aller manifester à la porte de Dinan Aglo à Dinan, et puis aller manifester. Un silence de mort, s'il vous plaît. Heureusement, il y a des camarades qui sont à Dinan Aglo qui se battent, mais certains ne se battent pas, ils n'osent pas, et c'était un silence de mort. Et ça n'a pas abouti, parce qu'à un moment, il dit c'est pas au syndicat, à un moment, il dit c'est peut-être au collectif de y aller aussi, quoi. Avec les syndicats, parce que voilà, c'est trop facile. Voilà, merci. Donc, j'ai travaillé très longtemps à l'hôpital de Saint-Malo dans les services personnes âgées en grande partie. Et ce qui me choque dans le démembrement qui se profile, c'est l'éloignement qui va avoir lieu, quoi. Je vois déjà les soins de suite qui disparaissent, qui diminuent à l'hôpital de Saint-Malo, alors que je trouve que humainement c'est très important que les familles puissent venir en visite aux patients. Et puis avec la crise climatique, je trouve que dire aux gens il faudra aller à Saint-Malo, il faudra aller à Dinan pour des soins, c'est pas cohérent non plus, puisque si tous les patients doivent faire la route, que ce soit pour l'hôpital de jour, aller en soins de suite, rééducation à Dinan pour l'hôpital de jour, si les gens, enfin,
Et en plus, bon, humainement, je trouve que c'est très très compliqué pour les gens, surtout les personnes âgées, d'aller se déplacer sur une ville ou sur l'autre. Enfin, donc moi je trouve que c'est humainement et écologiquement, c'est pas cohérent. Moi, après tout ce qu'on se dit là, et effectivement la réunion de Primaudan, on y était, pas mal d'entre nous, et puis il y en a eu d'autres, etc., etc. Et quelquefois on n'est pas nombreux, et c'est décevant. Mais maintenant, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Alain. On ne peut pas se quitter comme ça ce soir sans dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, c'est ce que tu dis, comment on élargit la mobilisation. Enfin, il faut quand même, allez, on se retrousse les manches, on est tous créatifs, quoi. Il y a déjà plein d'idées qui ont été données, c'est-à-dire la ultra-pétition, là. Sur une question de site, mais c'est un sujet, c'est une amorce, c'est-à-dire le principe de dire on ne peut pas impunément pondre des projets qui n'ont pas de sens pour en plus aller consommer des hectares de terres agricoles, ça ne tient pas la route. Surtout dans un secteur, Saint-Malo, il n'y a plus d'eau potable, donc ça va, stop. Donc pétition, super idée. Et effectivement, le contact a raté au mois de mai, c'est pas grave, allez hop, on échange les mails, les coordonnées et on y va, pétition. Deuxième idée, ça c'est plus nous, élus là, une motion. Allez hop, nouvelle vague de motion, conseil municipal d'octobre. Ça veut dire qu'on prend la plume à 2, 3, 4, on se débrouille, on rédige un truc, on l'a déjà fait, et on essaye d'infuser chez nos collègues élus. Encore une fois, une motion, ça sert à rien, mais ça sert toujours à quelque chose. Je sais pas si c'est... Non mais c'est vrai, il y a un côté, ça sert à rien, mais c'est l'occasion. Le conseil municipal est une séance publique, si on est malin, on le voit en début de séance, les journalistes sont là, enfin bref. Il faut qu'on remue, qu'on fasse le tout bois. Alors justement, la presse. La presse, on a un collègue qui n'est pas là, qui ne pouvait pas être là, mais qui est aussi très impliqué depuis le début, le Dominique Ramard, il avait promis, je ne sais pas où il est, c'est pas grave, il avait dit, je prépare un communiqué. Je lance en tout cas la préparation d'un communiqué pour sortir dans la presse, au vu d'un croisement d'actualité, les flottements sur le site, justement l'association des petites villes de France qui était à Dinan, qui s'est positionnée sur le sujet. Alors il ne faut pas qu'on attende 6 mois pour relayer ça, mais c'est encore récent, donc on peut relayer. Bref, il y a matière à faire un communiqué de presse pour remuer le cocotier. Voilà, quelles autres idées? Est-ce qu'on se quitte, on se dit, non pas des interventions peut-être longues, et je m'arrête, mais est-ce qu'il y a là des gens qui disent, allez, on a une idée d'action concrète qui pourrait avoir lieu? Oui, juste un mot, c'est que on remarque quand même, quand le pouvoir essaye de minorer les résistances, il sectorise l'information. C'est-à-dire qu'il s'arrange pour traiter séparément les élus, les syndicats, les assos, les citoyens lambda, etc. Et je crois que c'est l'une de ces subtilités que d'arriver justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'action partagée, puisque l'information n'est pas partagée. Et donc, alors je ne suis pas en train du tout de prêcher ni pour le monde d'après, ni pour Dinan Diversité, mais on existe et on peut être des relais d'information. C'est-à-dire que ces actions-là, auxquelles on va penser peut-être tout de suite, là maintenant, dans les 5 minutes, demain matin en se réveillant, en prenant son café, ben, c'est ça, c'est-à-dire de dire ben, on va faire cette action-là, mais il faut que cette action-là soit mutualisée et qu'elle soit diffusée et qu'elle soit connue de tous les secteurs qui sont en lutte contre ce sacré machin de, je dirais pas de quoi, de projet. Donc voilà, cette coordination-là, elle peut être faite par nous, elle peut être faite par d'autres, c'est vrai, mais nous on est là. Donc à la limite, en diffusant l'information de ce que vous allez faire, on renforcera forcément cette idée qu'on n'est pas simplement des syndicats d'un côté, des citoyens de l'autre, des assos de l'autre, voilà, des collectifs machin truc. On est des gens, voilà, on est des gens, on est une population du secteur 6, et ce projet-là, on n'en veut pas. Voilà. Et ça rebondit sur le début de la réunion, c'est que vous avez fait un peu extraordinaire et qu'il faut le valoriser, il faut prendre ça comme tremplin un peu vitalisant, quoi, un peu mobilisant, positif, etc. Juste, j'interromps les applaudissements. Juste, oh, j'ai pas besoin. Merci. Non, mais par contre, en termes d'action concrète, l'ARS, c'est une administration de fonctionnaires territoriaux qui n'a pas du tout l'habitude justement que les habitants viennent les chercher. Je sais que les manifestations devant les ARS avec d'autres tintouins, ça marche bien. Donc je pense que ce serait, en termes de visibilité, si, et puis en plus de ça, comme notre ARS, elle est à Rennes, ça serait également l'occasion d'obtenir le soutien d'autres organisations à Rennes. Et, faire venir les Guingampais en même temps. Voilà, en fait, faire une organisation plus globale.
Et j'en reviens, désolé à ma marose, mais sur le plan régional de santé, ça permettrait aussi de nous organiser en commun pour poser sur l'élaboration de ce plan-là. Voilà. Un dernier mot, je ne vais pas revenir sur le plateau technique, mais juste en termes de mobilisation, c'est vrai qu'il faut des actions de communication hyper fortes. Moi j'ai été surpris, j'apprends, le diagnostic, c'est un diagnostic très pointu, qui est étayé, qui est commenté, qui est factuel, avec des risques, si rien n'est fait, qui sont catastrophiques. Et je pense qu'il faut communiquer sur le constat, sur les risques, si rien n'est fait. Il y a une communication sûrement à faire sur la représentativité. Le 35 est présent, le 22 est présent. L'ensemble des catégories, syndicalistes, élus, habitants, citoyens, assos, sont présents. C'est-à-dire qu'il y a une représentativité hyper importante. Donc il y a une qualité de représentation. S'il n'y a pas encore une quantité, il y a une qualité. Mais il faut un plan de com de malade, quoi. Mobiliser, c'est communiquer, mais communiquer en disant attention, on va dans le mur. Absolument. On va dans le mur. Donc si vous voulez y aller, ben, vous faites rien. Et ça, c'est. Moi, j'ai découvert la réunion de ce soir. Je pense que c'est un petit encart dans le pays malouin. Et en le feuilletant, j'ai vu, mais il y avait 4-5 lignes, quoi. Donc j'ai dit à Olivier, on y va. On y va. Et communiquer, mais une communication hyper axée sur le diagnostic, les risques et la représentativité géographique et de l'ensemble des personnes qui sont présentes, qui disent qu'on est tous unis pour défendre le projet. Permis, parce que je pense qu'on est tous, et qu'on travaille tous demain. Je vais rebondir sur ce qu'a dit le maire de Lamballe. Pas encore. Et en fait, il demandait comment se faire entendre. Et moi, je suis la génération Internet. Les jeunes de mon âge, et encore après moi, parce que je suis plus si jeune que ça quand même, mais je suis pas non plus trop vieille, ça va. se renseignent énormément sur Internet. Et ils ne lisent pas le journal, moi non plus je ne lis pas le journal. Et si on veut se faire connaître, si on veut se faire entendre, embaucher des jeunes, enfin faire comprendre aux jeunes aussi, parce que les jeunes de maintenant, je suis désolée, c'est un petit peu des branques. Ils veulent gagner leur vie, non mais en faisant des lives sur TikTok, être influenceurs, machin, ils se préoccupent plus des emplois réels qui existent et qui existeront encore même à la coupure d'Internet. Là, ces gens-là, ils pensent pas à ça, ils veulent juste vivre d'Internet. Et c'est un peu le problème de maintenant, donc il faudrait qu'on arrive, pas moi personnellement, mais que du coup les personnes qui travaillent dans le médical et qui ont éventuellement l'argent pour faire des pubs comme ça, pour en fait faire des pubs chocs, que ce soit en mal ou en bien, mais surtout en bien, pour que les gens réalisent qu'en fait il y a besoin de personnes pour travailler dans le domaine du médical, et c'est ces gens-là qu'on a pu maintenant, qui fait que du coup les hôpitaux perdent des lits parce qu'on n'a plus assez de personnel soignant dans les hôpitaux pour s'occuper des personnes, du coup ça ferme des lits. Ça crée du manque et en fait les gens ne veulent plus travailler là-dedans parce que c'est pas un métier qui est reconnu assez positivement, qui sont pas non plus forcément aidés par l'État à être bien vécus, parce que je suis désolée, les personnes qui font du 22h, 6h du mat, faut le vouloir, ils sont motivés, quoi, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça aussi le métier de la santé, c'est un métier d'humain, de corps et d'âme, parce que du coup les gens qui travaillent là-dedans, c'est des gens qui ont une âme vraiment très gentille pour faire ce genre de métier, faut se le dire, et qui donnent vraiment leur corps au métier parce qu'ils sont très vite fatigués. Et du coup maintenant, les jeunes de maintenant, il faut vraiment les atteindre. Malheureusement, avec ce qui détruit les emplois aussi actuels, c'est avec Internet, et il faut réussir à faire des pubs via Internet. Voilà. Alors, on est à l'âge de pierre de l'utilisation d'Internet, mais enfin on a quand même fait des choses. On a un site, mais il nous manque des jeunes pour aller faire fonctionner tout ça. Donc on est quelques-uns à aimer faire ça, mais on n'est pas assez. Et puis on n'est peut-être pas assez pointu sur les communications qui plaisent aux gens. Alors si vous êtes intéressé et si vous en connaissez d'autres, il faut les faire venir. Ah oui, tout à fait. De toute façon, on a beaucoup coordonné, donc je peux quitter mon travail interne. On se chargeant de solliciter. Et si effectivement les vieux, les jeunes, les élus, les citoyens, les syndicats, les différents partis, les professionnels, eh bien organiser une marche entre Dinan et Saint-Malo.
par exemple, à la Toussaint, et pour dire que tous, on est contre ce projet de l'Arche, et tous, l'Arche, on la méprise. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller à l'ARS. Oui, ça c'est sûr. De tergiverser, de tourner en rond. Vous savez, moi, dans le débat qui m'a opposé là, au niveau des élections, mon adversaire, en quelque sorte, et le journaliste s'est adressé à moi. Il a demandé l'avis aux deux candidats proches de la majorité en leur disant mes projets d'hôpital. Et quand il s'est tourné vers moi, il s'est adressé à moi en disant bon, alors vous êtes contre. D'accord? Vous êtes contre. Parce que, a priori, je représentais un camp qui, forcément, n'a pas beaucoup d'opinion, n'a pas beaucoup d'idées et est contre, tout simplement. Donc là, le travail qu'on a fait, et c'est un outil, encore une fois, c'est un point de départ. Ce dossier, il faut vraiment le faire circuler. Il existe sous forme dématérialisée. Hein, donc il faut que ce soit cet outil qui, peut-être, va permettre d'entrer en profondeur et de faire en sorte que les gens puissent s'approprier le thème.